You know why. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La sécurisation des établissements scolaires, une question récurrente au ministère de l'Éducation nationale. Mais qu'est-ce qui est mis en place et vers quel modèle faut-il aller? On en parle dans quelques instants avec notre invité. Et si l'on partait à la rencontre des pionniers de l'art vietnamien? C'est la proposition du musée Chernovski. On en parle avec sa commissaire d'exposition en seconde partie d'émission. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec ce triste anniversaire. Il y a 4 ans, jour pour jour, Samuel Paty était assassiné. Le 16 octobre 2020, au collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, le professeur d'histoire-géographie de 47 ans était tué par l'un de ses élèves. Son tort, avoir montré une caricature du prophète Mahomet issue du journal Charlie Hebdo pendant un cours sur la liberté d'expression. Et 4 ans après ce drame, la sœur de Samuel Paty estime que rien n'a changé. Je pense que les faits qui sont relatés dans la presse tous les jours, et on voit seulement la partie qui est relatée, nous montrent que rien n'a changé. Il y a l'attentat de Dominique Bernard qui a été un événement foudroyant. Il y a un an. Mais tous les jours, toutes les semaines, nos professeurs, les proviseurs sont victimes d'agressions. C'est sans cesse. Donc, le fameux avant-après lancé par M. Blanquer n'a pas du tout eu l'effet escompté en fait. Depuis l'assassinat de son frère, Michael Paty intervient dans les établissements scolaires sur les questions de laïcité, des échanges avec les élèves, mais aussi le corps enseignant, des professeurs qui ne lui cachent pas ses craintes. Le monde enseignant est convaincu qu'il y aura un autre enseignant qui sera tué à un moment ou à un autre. Ça peut encore arriver aujourd'hui? Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver. Mais il y a eu votre frère, il y a eu Dominique Bernard, vous le disiez, donc il y en aura un troisième. Je pense que... C'est terrifiant ce que vous nous dites, Michael Paty. Mais c'est terrifiant, mais je pense que c'est la réalité. La menace islamique à l'heure actuelle n'est pas du tout prise en compte par la police, les ministères non plus. Donc je ne vois pas pourquoi ces offensives qui sont de plus en plus fréquentes et qui tentent de pénétrer de plus en plus l'école ne passeront pas encore à l'acte à un autre moment. Michael Paty a également décidé d'attaquer l'État en justice. La France qui, selon elle, doit reprendre son rôle, défendre son peuple. Et lundi, une minute de silence se tenait en sa mémoire et celle de Dominique Bernard, mais des incidents ont été recensés. Dans la quasi-totalité des cas, un moment de recueillement s'est déroulé dans la dignité et le plus profond respect. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de l'Éducation nationale. Mais plus loin, le ministère précise que 78 incidents ont été notés dans différents établissements. Un chiffre provisoire car tous les faits ne sont pas remontés le jour même par les proviseurs et différents chefs d'établissement. L'an dernier, lors du même hommage, Gabriel Attal avait d'abord annoncé 230 incidents. Finalement, plusieurs semaines plus tard, plus de 600 sanctions avaient été prononcées. Pour les incidents de cette année, le ministère précise que des sanctions disciplinaires seront prises dans 100% des cas et qu'il y aura une saisine du procureur dans les cas les plus graves. Cette minute de silence, est ce que défendaient justement Samuel Paty et Dominique Bernard, eh bien c'est tout simplement ce qui répond à un seul et même principe, la laïcité. Alors comment l'école peut-elle l'enseigner aujourd'hui? C'est toute la question, une tension justement des fois dans les classes. Sur France Inter ce matin, la réponse de Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. L'intérêt, je crois, d'une minute de silence, c'est pas uniquement de faire la minute de silence, c'est pas uniquement le moment de l'hommage qui est rendu à nos collègues assassinés, c'est aussi la réflexion qu'on doit avoir, c'est-à-dire la question que j'ai posée à mes élèves, pourquoi l'école a-t-elle été visée, pourquoi ces 2 professeurs ont-ils été assassinés par des islamistes? Mais effectivement, moi je suis partagé, vous avez raison, entre la nécessité d'expliquer la nécessité de faire ces cérémonies parce que c'est un moment de communion tout à fait laïque, d'ailleurs complètement laïque, la minute de silence. Chacun dans son fort intérieur, celui qui croit, celui qui ne croit pas, réfléchit sur l'événement dont il est question. Alors qu'est-ce qui vous traverse dans l'autre sens? Ce qui me traverse dans l'autre sens, c'est que ça fait quand même plus de 20 ans que nous avons, avec certains, dit attention, nous voyons venir des choses. Et ces formes de radicalité, beaucoup de gens n'ont pas voulu les voir et même ont essayé de nous disqualifier en disant que nous étions de fiefés réactionnaires, voire limite si nous n'étions pas racistes. Une vision partagée par Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Et pour lui, le problème est même encore plus profond. L'Observatoire de la laïcité, dès 2014, donc avant les attentats, disait qu'il fallait
très nettement renforcer les formations à la laïcité et accompagner davantage les enseignants. Dès avant les attentats, je le répète, on constatait bien en effet qu'il y avait une mauvaise compréhension sur le sujet avec des tensions qui se retrouvaient. Mais ces tensions, elles se retrouvaient aussi parce qu'il n'y avait pas assez de mélange des publics scolaires et c'est toujours le cas. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une population scolaire qui est très homogène, vous avez des replis communautaires très logiquement qui se construisent et quand vous avez des replis communautaires, vous avez potentiellement des pressions contre les minorités à ce moment-là et donc des atteintes potentielles à la laïcité. Donc il est très important de mélanger les publics scolaires et de créer de la mixité sociale. Voilà, ces questions dont on n'a pas fini de parler, malheureusement. Autre actualité, on passe à cet appel lancé par 150 professeurs de lycées professionnels. Il faut dire que depuis 2018, ces derniers subissent une profonde réforme. Oui, un appel et une lettre adressée à Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, et Alexandre Portier, ministre délégué à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel. Dans cette pétition, les enseignants ne mâchent pas leurs mots. Le gouvernement démissionnaire Attal Belloubet a laissé en héritage au gouvernement Barnier une réforme de l'année de terminale du bac professionnel qui s'annonce comme une catastrophe et qu'il est encore temps d'abroger. Les 150 professeurs appellent l'ensemble de la profession à co-signer cette pétition en ligne car en cette rentrée 2024, les lycéens en classe de terminale doivent choisir entre deux parcours, soit d'insertion professionnelle ou alors de poursuite d'études. Le parcours d'insertion est un stage rémunéré dans la perspective, selon le ministère, d'un premier emploi. Le parcours poursuite d'études comprend, lui, plus de cours renforcés. Pour les professeurs de lycée professionnels, cette réforme bouleverse le déroulé de l'année de terminale et déstabilise l'enseignement professionnel public. Il dénonce également un tri des élèves et, je cite, une ségrégation qui pousse les jeunes les plus fragiles socialement à renoncer à l'élévation de leur qualification. Cette belle initiative à présent dans la Drôme, une fois par mois, des seniors partagent des repas avec des élèves. Elle est signée de l'école élémentaire Jean Moulin à Tain-l'Hermitage. France Bleu, Drôme Ardèche et Fabien Grulet ont laissé traîner leur micro à la cantine à l'heure du déjeuner pour recueillir les avis des uns et des autres. Ça fait la première fois que dans notre cantine, il y a des mamies et des papas. Voilà. J'appréhendais parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Mais bon, je vois qu'on est en famille. Les enfants, c'est le paradis. Hein. Ça nous fait découvrir des choses. Comme on leur pose des questions, on apprend des choses. Qu'est-ce que c'était à l'époque, en fait. Ça me touche surtout de voir que vous vous intéressez. C'est-à-dire que moi, j'avais les tout petits en crèche, de 3 mois à 3 ans. De voir les enfants plus grands, c'est un véritable échange. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé parce que nous, on n'était pas nés, du coup, on ne peut pas savoir. Et on est obligé de demander à des papiers, des mamies ou des mémés ou pépés. Ça intéresse de savoir de nouvelles choses. On dit beaucoup de mal de l'enseignement, que les enfants sont insupportables. Et là, je les ai trouvés très très gentils, très polis, ça fait plaisir. On peut dire que c'est une réussite. Les questions sont innocentes, les réponses sont données avec le sourire et les enfants apprennent même en mangeant. Les seniors, quant à eux, partagent un repas plutôt que de manger seuls chez eux. Certains participants aimeraient déjà se réinscrire pour les repas qui suivront. Et ça tombe bien, car l'opération Je peux pas, j'ai cantine aura lieu un vendredi par mois jusqu'en juin prochain. Le prochain déjeuner, justement, est prévu le 8 novembre sur la thématique Souvenirs de guerre. Des sujets plus légers suivront comme Mon meilleur Noël, les bonnes résolutions ou encore la Saint-Valentin. Ça me donne envie d'être senior tout d'un coup. Voilà, moi aussi je peux pas, j'ai cantine. Pour finir, tous ces enfants, vous les conviez au cinéma, Adrien, puisque cette semaine, plusieurs films d'animation et famille sortent en salle. On vous a concocté une petite sélection ce mercredi. On démarre avec Sauvage de Claude Barras. À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, on suit les aventures de deux enfants, Kerry et Salai, mais aussi Oshi, le bébé singe qu'ils ont recueilli. Ensemble, ils vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction massive de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Face à une bande d'arriérés à moitié nus, le progrès est en marche. Sauvage qui était présenté au 77e Festival de Cannes en mai dernier, mais également au Festival du film d'animation d'Annecy. Et Claude Barras, qui est habitué du genre, on l'a vu dans cette bande-annonce, le réalisateur suisse qui s'était déjà distingué avec Ma vie de courgette en 2015, plus de 800 000 entrées, de nombreux prix, dont le César du meilleur film d'animation.
On lui souhaite la même réussite. On note bien sûr donc Sauvage en salle à partir d'aujourd'hui. Et puis vous nous avez parlé, Adrien, d'une autre sélection. Qu'est-ce qu'on a au programme? Eh bien, si Artus vous manquait après son succès colossal avec un petit truc en plus cet été, ne vous inquiétez pas, il est déjà de retour, mais cette fois dans la peau d'un chat. Ça c'est moi, Croquette, avec Rose. Ma vie était au top. Mais pourquoi elle me nourrit autant? J'étais le plus mignon des chats. Tout allait bien jusqu'à ce que... Oh, flûte. Enfin, heureusement, les chats ont 9 vies. Eh bien alors, Croquette, on a perdu sa dernière vie? Allez, c'est bon, laisse-moi repartir. Pas si vite, mon coco. Voilà, on vous montre pas tout, mais Croquette va bel et bien avoir une nouvelle chance, sauf que cette fois, il ne reviendra pas forcément en chat sur Terre pour découvrir ses nouvelles réincarnations. Il faudra donc se rendre au cinéma. Allez, un petit dernier, s'il vous plaît, Adrien, et on quitte l'animation cette fois. Oui, mais on reste bien dans le familial avec Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, réalisée par Michel Fessler et adapté du livre de Félix Salten. Un film documentaire en prise de vue réelle et avec une voix, là encore, bien connue. Un monde peuplé d'animaux, d'amitiés insoupçonnées, mais aussi plein de dangers. Où parfois les plus dures épreuves nous montrent la voie à suivre. Cette voix, c'est celle de Mylène Farmer, qui accompagne donc l'histoire du fond le plus connu de l'histoire du cinéma. Un autre style que les films d'animation dont on a parlé, mais une proposition qui trouvera sans doute son public. Merci beaucoup, Adrien. La ministre de l'Éducation, Anne Genetet, s'est saisie du dossier de la sécurisation des établissements scolaires après des tirs de plomb sur un collège à Marseille. Alors, face à la montée des violences, il faudrait a priori barricader un peu plus nos établissements. Mais est-ce réellement la solution et surtout comment faire, avec quels moyens financiers et humains? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Jean-Rémy Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Rémy, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes président du SNALC. Dimanche, cela fera 1 an que Dominique Bernard a été assassiné au sein de son établissement à Arras. La question de la sécurité, évidemment, de celui-ci, comme des établissements en général, est donc revenue sur la table. Est-ce qu'il faut toujours attendre des drames comme celui-ci pour que les gens réagissent? Quand je dis les gens, le ministère? Alors, le ministère et les collectivités locales, puisque la question de la gestion de ce qu'on appelle le bâti scolaire, des établissements scolaires, dépend en fait des collectivités locales, donc des mairies pour les écoles, des départements pour les collèges, des régions pour les lycées. Et malheureusement, effectivement, pour qu'on parle sécurisation des établissements, il a fallu qu'on attende le drame de Dominique Bernard pour que ce soit un sujet qui soit ouvert au ministère de l'Éducation nationale. Avant, on ne se préoccupait pas de ce genre de situation? Ce n'était pas un sujet sur lequel on nous réunissait particulièrement, d'autant, une fois encore, que c'était globalement laissé aux collectivités locales, puisque c'est elles qui étaient supposées faire le travail. Sauf qu'une fois encore, les personnels qui sont dans les bâtiments, ce sont les personnels du ministère de l'Éducation nationale. Donc à un moment, en tant qu'employeur, il est quand même aussi supposé savoir ce qui s'y passe. Autre triste date, bien sûr, 4 ans, évidemment, triste anniversaire de l'assassinat, de la décapitation de Samuel Paty. Pour le coup, ce n'était pas dans l'enceinte de l'établissement, mais cela pose aussi la question de la sécurisation de manière générale et la sécurité des enseignants, bien sûr. Oui, il y a une question importante. On a vu encore plusieurs faits divers relativement récemment, et pas uniquement à Tourcoing, où effectivement on a des enseignants qui sont insultés, qui sont éventuellement frappés. Pas uniquement d'ailleurs des enseignants, puisque ça peut être des assistants d'éducation, même des personnels de direction également, ou des CPE. Donc effectivement, on constate une augmentation de toute façon des incidents dans les établissements scolaires, d'après les chiffres du ministère. Et les personnels, c'est une partie de ceux qui sont les victimes de ces incidents, qui peuvent venir majoritairement d'élèves et aussi, dans un certain nombre de cas, d'adultes et principalement des familles des élèves.
Pendant que les hommages que je viens de citer, hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty, ont eu lieu à quelques jours d'intervalle, eh bien, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias a déposé une proposition de loi auprès du Sénat visant à accorder une protection fonctionnelle de droit aux enseignants qui en font la demande. Alors, une demande qui fait écho évidemment à l'affaire Samuel Paty. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est pas très clair pour nous tous, enfin tous ceux qui nous suivent en tout cas, ce que ça veut dire une protection fonctionnelle de droit. Bien sûr, et c'était pas forcément très clair pour les personnels de l'éducation nationale avant la mort de Samuel Paty. C'est vrai que la notion de protection fonctionnelle a été découverte par la plupart des collègues. À ce moment-là, ils ne savaient même pas qu'ils étaient supposés ou qu'ils pouvaient demander la protection de leur employeur. Lui, Samuel Paty, l'a demandé et il n'a pas été... Et ne l'avait pas encore, nous a-t-on dit au ministère, obtenu. Mais enfin, on se rend bien compte quand même qu'on arrive à l'obtenir dans la journée aujourd'hui. Donc, à un moment, les délais ont bon dos. D'où la colère de Michael Paty ce matin encore. D'où évidemment la colère de sa sœur. La protection fonctionnelle, c'est... Pour faire très simple, c'est deux choses principales. C'est d'un côté la prise en charge des frais d'avocat, donc il y a une dimension financière, mais c'est peut-être la plus importante et la moins connue, c'est qu'en fait quand l'État vous accorde la protection fonctionnelle, c'est qu'il s'engage à vous protéger, c'est-à-dire à faire en sorte que vous ne soyez plus soumis aux risques que vous mentionnez. Donc ça peut être vous demander de rester chez vous, tout simplement, ça peut être mettre en place une surveillance policière de l'établissement, vous accompagner à votre voiture, ce genre de choses. Donc l'État s'engage à faire en sorte que vous ne soyez plus en danger. C'est ça la protection fonctionnelle aussi. Vous venez de dire une phrase très importante, l'État vous accorde après avoir fait la demande. Ça veut donc dire que tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais aujourd'hui, nous devons, en tant qu'enseignants, faire une... Enfin, je ne suis pas, mais vous, en tant qu'enseignants, faire une demande, l'État l'accorde ou pas, et il s'ensuit une protection. Oui, c'est tout à fait ça. Le sénateur, en l'occurrence Ouzoulias, dépose une proposition pour inverser justement la donne, une inversion de la charge de la preuve. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi en tant que président du SNALC, je suis entièrement d'accord avec ce que propose le sénateur, puisque nous avions la même proposition au SNALC, au Grenelle de l'éducation, il y a quelques années, où nous avions proposé l'automaticité de la protection fonctionnelle, comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres fonctionnaires. Il faut bien voir que la protection fonctionnelle, ce n'est pas une mesure de l'éducation nationale, c'est quelque chose de l'ensemble de la fonction publique. Et effectivement, les policiers, par exemple, ont la protection fonctionnelle automatique. C'est pas le cas aujourd'hui des personnels de l'éducation nationale. Nous, on pense que si les enseignants ou les autres personnels la demandent, ils le font pas pour leur plaisir, sachant que la protection fonctionnelle peut toujours être enlevée par la suite. Si par exemple, quand on enquête, on se rend compte qu'en fait, c'est le personnel de l'éducation nationale qui a fait une faute ou qui est à l'origine de ce qui se passe, eh bien, immédiatement, on va enlever la protection fonctionnelle. Mais on pense effectivement que ça devrait d'abord être accordé et ensuite, éventuellement, on regarde s'il y a besoin de l'enlever. Aujourd'hui, on accorde à peu près 80% des demandes de protection fonctionnelle. Mais nous, en tant que syndicat, on travaille beaucoup sur cette question-là. Beaucoup de protection fonctionnelle, j'allais dire, passe par nous, parce qu'on conseille les collègues. On a un cabinet d'avocats avec lequel on est partenaire qui rédige les demandes, etc. Jean-Rémy Girard, quand vous dites vous avez fait la demande, c'était il y a combien de temps? Alors, moi, j'ai pas fait de demande. Le SNALC. Oui, ça c'était il y a quelques années, Jean-Michel Blanquer était encore ministre, je crois, donc c'était sous le quinquennat précédent. D'accord, ça vous a été refusé, enfin laissé comme ça? Ça n'a pas été, pas de réponse. il n'y a pas eu de suite à cette demande. En revanche, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a quand même eu une circulaire qui est sortie, qui disait que la norme était de l'accorder. Donc on n'est pas arrivé jusqu'à l'automaticité, mais très clairement on est arrivé sur le discours qui est descendu était de dire, partez du principe que si elle est demandée, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire. On a constaté effectivement que chaque année, de toute façon, il y a de plus en plus de demandes, mais il y a aussi de plus en plus de demandes accordées. D'accord, bon, donc on verra les suites effectivement de cette proposition faite par le sénateur Pierre Ouzoulias sur cette inversion de la charge de la preuve. Aujourd'hui, 400 établissements sur 500 sont sécurisés, a affirmé la ministre de l'Éducation Anne Genetet. Quand on dit sécurisé aujourd'hui, ça veut dire quoi, Jean-Rémy Girard? Parce que pour nous, c'est un peu abscon encore une fois. Est-ce que ce sont des caméras? Est-ce que c'est un vigile qui est à l'entrée? C'est quoi? Alors pour nous aussi, c'est assez abscon, puisque depuis Gabriel Attal, on n'a pas
reparlé sécurisation des établissements scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Donc on ne dit pas qu'il ne se passe pas des choses, mais en tous les cas, nous, on n'a aucun retour. Donc là, elle a parlé de 400 établissements, alors peut-être sur les 500 qui étaient prévus, je ne sais pas. Il faut quand même rappeler qu'en France, il y a plus de 60 000 établissements, écoles, collèges, lycées. C'est-à-dire que si on en fait 400 par an, il va falloir 1 siècle et demi pour sécuriser l'ensemble des établissements. Les 500 en question, c'était les 500 qui avaient a priori retenu l'attention dont il pouvait y avoir des risques. Oui, alors nous, on pense qu'il y en a beaucoup plus que 500. Le ministère lui-même avait fait une enquête déclarative auprès des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Un chiffre très intéressant. Dans un tiers des établissements, il y avait un dispositif qui ne fonctionnait pas. Un tiers. Donc par exemple, le classique, la porte du parking qui est bloquée en mode ouvert parce que le système de bip ne marche plus. Donc, une fois encore, ce n'est pas 500 établissements qui auraient des failles de sécurité. C'est à peu près toutes les écoles primaires, puisque dans les écoles primaires, on rappelle, il n'y a pas d'agent d'accueil. Donc à partir du moment où on peut ouvrir la porte, on peut rentrer. Donc qui fait l'agent d'accueil en fait finalement? C'est le personnel lui-même, c'est-à-dire que c'est le chef d'établissement de l'école primaire? Sauf qu'il n'y a pas de chef d'établissement à l'école primaire, puisque la seule personne qui a une responsabilité, c'est le directeur ou la directrice d'école, qui la plupart du temps est en cours, puisque un directeur d'école, c'est un enseignant. Et sauf dans les très grosses écoles, il a une partie, voire un service complet dans les plus petites écoles, devant les élèves. Donc il n'y a, une fois encore, on va le redire, dans les écoles primaires, pas de personnes à l'accueil. Donc la porte est fermée, mais enfin si elle est facile à ouvrir ou s'il y a, comme on constate dans certaines écoles, des murets qui font 60 ou 80 cm de haut, effectivement, c'est pas très compliqué de rentrer. Les mesures déjà existantes aujourd'hui à l'école primaire et secondaire, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui existe déjà dont on peut se dire, bon, il y a au moins ça qui est sécurisé? Alors, ce qui existe, ce sont les exercices. Ça, c'est quelque chose qui a été effectivement développé et normalisé. Pas uniquement les exercices incendie, mais les exercices, par exemple, pour ce qu'on appelle les PPMS, la mise en sécurité, les protocoles de mise en sécurité, c'est-à-dire où on fait des exercices où on teste les situations où on doit s'enfuir, ou les situations où au contraire on doit se confiner dans la classe ou à l'endroit où on est. Ça, c'est des choses qui ont lieu plusieurs fois par an dans les écoles, collèges et lycées, qui sont devenues, une fois encore, habituelles. Donc au moins, il y a des automatismes en termes de réaction qui sont acquis. Encore faut-il avoir suffisamment de sonneries différentes pour qu'on comprenne si on doit sortir ou si on doit rester. Bon, 400 établissements, donc sur 500 pour l'instant sécurisés. On ne sait pas trop ce que ça veut encore une fois dire. Chacun y va un peu de son avis sur la question, forcément avec les drames que l'on a connus et qu'on continue de connaître aujourd'hui. Le président de la région Rhône-Alpes, le président LR, Laurent Wauquiez, veut exploiter la reconnaissance faciale aux abords des établissements scolaires pour détecter les individus qui seraient suivis pour radicalisation et s'approcheraient d'un établissement. Alors, je suis un peu curieuse de comprendre comment on pourrait, avec une reconnaissance faciale, ça veut dire qu'il faudrait passer par le ministère de l'Intérieur? Alors oui, parce que c'est compliqué de savoir si quelqu'un est radicalisé uniquement à son visage quand même, dans un certain nombre de cas. Parce que là, on est carrément dans un sujet de discrimination. Alors, Laurent Wauquiez, c'est pas la première fois, de toute façon, qu'il a des annonces et parfois une politique dans sa région très spécifique en matière de sécurité. C'est à lui qu'on devait les portiques de détection de métaux également, qui globalement ne fonctionnent plus ou ne sont pas utilisés. Donc, une fois encore, l'important, c'est pas l'annonce politique, c'est pas que chaque président de région, de département, chaque maire aille de son moi je veux qu'il y ait ça. L'important, c'est de commencer par faire des diagnostics sécurité de chaque école, collège, lycée. Parce qu'on n'a pas besoin de la même chose partout. Parce que suivant la configuration, suivant ce qui existe déjà, on va pas avoir besoin des mêmes réponses. On parlait des portiques de détection de métaux. Dans la plupart des cas, ça provoque en fait des attroupements. Le temps que, vous avez bien vu ce qui se passe à un aéroport par exemple. Imaginez qu'il y avec un seul portique. Et ça, c'est ultra dangereux. S'il y a des attroupements à l'entrée d'un établissement scolaire, c'est Vigipirate est absolument contre ça. C'est n'importe qui passe peut faire un carnage. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par faire un diagnostic sécurité pour savoir ce dont on a besoin. Dans certains cas, il n'y a peut-être pas besoin d'énormément de choses. Dans d'autres, effectivement, il y a peut-être d'énormes failles à compenser. Je fais allusion à l'exemple que vous venez de donner sur ce parking, cette porte de parking qui dysfonctionnait, par exemple, dans une école. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à réparer déjà des établissements souvent en état de délabrement? Mais bien sûr, ça, c'est un point essentiel
essentiel, c'est-à-dire que notre bâti scolaire n'est pas forcément dans un très bon état. D'ailleurs, pas que la sécurité. La sécurité sur l'amiante, voilà, par exemple. L'amiante, par exemple, je pensais effectivement, là on a encore un établissement où on a un problème d'amiante, et c'est probablement pas le dernier. Donc effectivement, le problème, c'est que ça dépend vraiment des collectivités locales qui ont parfois des moyens très variés. Une mairie de campagne n'a pas du tout les mêmes budgets que la région Île-de-France, par exemple, et qu'il y a aussi des priorités et parfois des priorités assez politiques qui sont fixées là-dessus, et que parfois la rénovation des établissements n'est pas prioritaire. Je pense au lycée d'Alfortville où jusqu'à encore très récemment il pleut dans le lycée, c'est-à-dire par le plafond, et où enfin il va peut-être commencer à y avoir des travaux, mais enfin ça fait des années que ça dure. Donc vous voyez que parfois on met des budgets pour, je sais pas, financer des tablettes ou des ordinateurs portables, pas forcément toujours inutile non plus, mais à un moment ce serait quand même bien d'accueillir les élèves dans un cadre qui soit à la fois agréable et sécurisé, et qui ne soit pas délabré. On peut penser au plan qu'il y avait eu dans les écoles marseillaises, où l'État a dû mettre la main à la poche pour rénover les écoles marseillaises, alors que c'est quelque chose qui dépend de la mairie. C'est-à-dire qu'on a quand même mis de l'argent de l'État pour, j'allais dire, compenser le fait que la collectivité locale n'avait pas fait son job. Mais c'est plutôt bien, non? C'est plutôt bien de l'avoir fait à Marseille. Innocent, mais... Bien sûr, non, c'est plutôt bien de l'avoir fait à Marseille pour les personnes qui travaillent dans les écoles marseillaises, mais il n'y a pas que Marseille où il y a ces problèmes, et à un moment, l'État ne peut pas se substituer à l'ensemble des collectivités locales. On n'a pas les budgets, surtout en ce moment, on n'a pas les budgets. Alors j'aimerais savoir comment réagissent les élèves, les parents et les profs. 3 questions différentes, parce que évidemment, ces contrôles, on peut les comprendre, on peut imaginer que tout le monde a peur aujourd'hui et qu'on n'est pas à la merci effectivement d'un drame. Cependant, évidemment, qui dit contrôle au faciès, dit discrimination, dit aussi retard, comme vous l'avez dit attroupement, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors, une fois encore, si les mesures paraissent appropriées, adaptées, proportionnelles à ce qui se passe, généralement elles sont bien perçues. Enfin, ça dérange personne et ça paraît logique que quelqu'un qu'on ne connaît pas dans l'établissement se présente à un agent à l'entrée qui lui demande ce qu'il vient faire là et qui, avant de le faire rentrer, vérifie qu'effectivement il est attendu à l'intérieur. Donc là aussi, même sur des choses telles que les caméras de sécurité, à partir du moment où on n'est pas en train de parler de caméras dans les salles de classe ou dans les couloirs, mais par exemple les caméras aux abords de certains établissements, ça a une utilité potentielle réelle. À Tourcoing, ça a permis de savoir quand même que c'est l'élève qui avait frappé l'enseignante en premier, par exemple. Alors, pardon, je rebondis, je dévie un tout petit peu, mais si on parle de harcèlement, ce qui est aussi un problème de sécurité, finalement, c'est quand même dans les couloirs que ça se passe, dans les zones justement qui ne sont pas surveillées, dans les recoins. Donc on dit caméra, effectivement, c'est bien à l'extérieur, à l'intérieur, c'est pas bien, mais ce qui finalement, il faudrait peut-être le faire partout. C'est très compliqué parce que qui dit caméra dit déjà qu'il faut enregistrer et dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui regardent aussi. Parce qu'à un moment, ça va être des heures et des heures d'enregistrement et on n'a pas de personnel qui est non plus en charge de ça. Et à un moment, c'est là où on touche quand même peut-être aussi à cette question de ce qu'on appelle la bunkerisation des établissements scolaires. C'est-à-dire que la sécurité, c'est essentiel. De là à mettre des caméras dans chaque coin, ça risque quand même de provoquer un effet qui n'est pas forcément un effet très sain, parce que l'école est quand même censée aussi être un lieu de vie, un lieu d'une certaine forme de liberté pour les élèves également, évidemment dans le cadre du règlement intérieur, mais voilà, si on se dit qu'il y a des caméras partout, c'est compliqué. Ensuite, voilà, les caméras, c'est aussi parfois, quand c'est dans l'établissement, un appel à s'amuser avec. Et puis des images qui peuvent être récupérées aussi sur des réseaux. Et bien entendu, il faut savoir évidemment ce qu'on fait de toutes ces images. Des mesures auxquelles vous avez peut-être réfléchi aussi au SNAL, qui est autour de vous avec tous vos collègues, des mesures qui seraient souhaitables et qui, a priori, ne coûteraient pas si cher. Parce qu'il y a cette notion d'argent dont on va y arriver, évidemment, au problème des moyens humains et des moyens financiers. Mais déjà, des mesures qui, pour vous, seraient basiques. Ce que j'ai dit, la mesure basique, la mesure numéro 1, c'est faire des diagnostics sécurité. Et que ce soit... qu'à un moment, on fasse passer une loi, qu'on ait quelque chose qui dise, d'ici, en 3 ans, 100% des établissements scolaires doivent avoir eu un diagnostic sécurité complet sur tel point, et d'ailleurs, y compris l'amiante, ou des choses de ce type. Mais ça fait pas longtemps qu'on le demande, ça. J'ai l'impression que c'est le constat. Et nous, on aimerait bien qu'on le fasse à un moment. Une fois encore, c'est bien de le demander, mais à un moment, il faudrait que ça ait lieu, parce que ça, c'est vraiment la mesure numéro 1. La mesure numéro 1, c'est effectivement déjà de savoir de quoi on a besoin. La mesure numéro 2, très clairement, là aussi j'en ai déjà parlé, c'est qu'il faut un encadrement
adultes et qu'il faut des personnes à l'intérieur des établissements qui puissent vérifier que tout va bien. Oui, mais ça forcément, qui dit personne, qui dit humain, dit moyen. Aussi. Bah oui, enfin, ensuite, comment on va faire? On n'a pas d'enseignants déjà, on n'a pas de personnes de vie scolaire. Comment on va faire? C'est-à-dire que là, le budget est raboté, on le sait. À quel moment on peut trouver du personnel qui va venir travaer gratuitement? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. effectivement. Donc à un moment, ce sont des choix politiques aussi, c'est-à-dire qu'on est d'accord que le budget est ce qu'il est. Je ne vais pas rentrer dans pourquoi le budget en est où il est. Je ne crois pas que ce soit la faute de l'école et des personnels de l'éducation nationale, si le budget en est où il est aujourd'hui. Mais à un moment, il y a des choix politiques. Le Premier ministre n'a pas arrêté de dire que l'école était une priorité. C'est bien de le dire, il faudrait peut-être le faire un jour. On pourrait peut-être le faire un jour, effectivement. Donc, du coup, ces moyens humains dont on parle, vous dites du personnel, on en a besoin. Aujourd'hui, il faudrait d'abord aller faire des diagnostics. Je vous cite, vous êtes là en plateau, mais ça me plaît quand même de le faire. Vous disiez, dans mon établissement, cela fait 3 ans que la région nous refuse des tourniquets qu'on demande. Chaque collectivité locale fait à sa sauce. Parfois, pour des raisons d'affichage, il faut sortir des bisbilles politiques. Il en va de la sécurité nationale, d'un des piliers de la République. C'est quoi les raisons d'affichage? Les affichages politiques de chacun? Oui, il y a des affichages politiques. Suivant la couleur politique de la région ou du département, on sait très bien qu'on va avoir peut-être une vision différente de la sécurité et de ce qui parle en termes de sécurité. Enfin, c'est pas une surprise de dire que voilà, la droite et la gauche n'ont peut-être pas tout à fait la même vision de la sécurité et des mesures qui vont en termes de sécurité. Mais une fois encore, c'est pour ça que nous, on aimerait qu'on sorte de ça et qu'on dise, à un moment, dans les collèges et les lycées, en tous les cas, il y a des instances qui s'appellent les conseils d'administration, qui sont parfaitement à même de faire remonter ce dont on a besoin et ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait prioriser. Donc, à un moment qu'on nous demande, qu'on nous dise, voilà, là, on va faire des choses, faites-nous remonter ce dont vous avez besoin, et nous, on met des budgets en regard de ça. Et on essaye, en tous les cas, de faire ce que vous demandez. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très descendant. C'est effectivement, il y a une décision politique et du coup, tiens, on va faire ça dans les lycées. Alors que ça devrait être exactement le contraire. Ça devrait être, dans notre lycée, on a besoin de ça. Et on fait remonter, et bien écoutez, voilà, on a du budget, ou on n'en a pas cette année, mais on en aura l'année prochaine, on va prioriser l'an prochain, et effectivement, on va vous installer. Si des tourniquets, c'est utile dans cet établissement-là, et bien on va vous les mettre. Alors on parle effectivement de toutes les mesures pour sécuriser les établissements, mais on va peut-être parler aussi des causes, finalement, donc de citoyenneté, de respect. Frapper un professeur, je cite Anne Jeunetet, c'est frapper la République. C'était suite à l'agression d'une enseignante la semaine dernière à Tourcoing, vous l'avez évoqué. Que se passe-t-il en réalité quand le souci vient de l'intérieur, c'est-à-dire vient des élèves eux-mêmes et de la relation prof-élève? Alors, on a effectivement, nous, tout un travail à faire d'éducation et d'enseignement, de transmission de connaissances, notamment via l'enseignement moral et civique. Je rappelle, 1 demi-heure par semaine au collège et au lycée. Donc, faudrait faire plus? Probablement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'avait promis le président de la République. Il avait dit qu'on passerait à 1 heure et on est toujours à 1 demi-heure. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire attention parce que parfois il y a des grands affichages et en fait quand on regarde ce qui se passe, il ne se passe rien. Mais vous pensez, Jean-Armé Girard, qu'il faudrait absolument l'EMC, l'éducation morale et civique, la porter à 1 heure? Oui, 1 heure ce serait quand même bien. 1 demi-heure, on ne fait quand même pas non plus des choses miraculeuses avec en plus des programmes qui sont très chargés. Et on ne parle pas que de sécurité, on parle par exemple des institutions de la Ve République. En ce moment, c'est pas mal quand même qu'on comprenne tous les institutions de la Ve République, très clairement. Ça, c'est un point. Mais effectivement, quand ça vient de l'intérieur, il faut déjà, il faut déjà ne pas culpabiliser. À un moment, il y a eu quand même pendant longtemps à l'éducation nationale cette sorte de réflexe qui était cet élève vous a frappé, qu'est-ce que vous lui avez fait? Non, à un moment, cet élève vous a frappé, il en est responsable et il faut donc évidemment porter plainte. À un moment, taper un fonctionnaire, frapper un fonctionnaire, c'est un délit qui est aggravé par le fait qu'on frappe un fonctionnaire. La ministre a parfaitement raison. Un fonctionnaire, c'est un représentant de l'État, il détient une parcelle de l'autorité de l'État. Et donc, c'est plus grave de frapper un fonctionnaire que de frapper quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire dans le droit français. Donc, effectivement, il faut porter plainte, il faut demander la protection fonctionnelle. Et on a un certain nombre d'élèves où effectivement ils vont peut-être pouvoir prendre conscience. Il ne faut pas non plus, partir du principe que la réponse éducative et pédagogique ne fonctionne jamais. Mais le problème, c'est que parfois on ne sait pas très bien quoi faire de ceux qui sont perturbateurs de manière régulière et par exemple qu'on fait se balader d'un collège à l'autre ou d'un lycée à l'autre, sans trop savoir quoi en faire. Ça, on est quand même un peu démunis, nous, à l'intérieur, quand on a des élèves qui sont des élèves gravement perturbateurs et qui en arrivent effectivement à de l'insulte, par exemple, voire à des coups. C'est quand même
très compliqué d'arriver à trouver une solution. Parce qu'à un moment, la justice elle-même ne peut pas non plus faire des miracles. Et encore quand on arrive à la justice. Quand on arrive à la justice, ce n'est pas le cas le plus habituel. Voilà, ce n'est pas le cas le plus habituel. Donc quand on est face justement à des menaces, à des violences, effectivement, de la part d'élèves, c'est souvent parce que les familles aussi soutiennent derrière. Alors pas toujours, mais c'est souvent le cas aussi. Comment faire pour... Est-ce que, selon vous, il faudrait peut-être une tierce personne ou une tierce institution pour justement gérer ce type de problème, pour qu'on puisse effectivement avoir une triangulaire qui soit efficiente? Alors ça paraît pas facile, parce qu'une fois encore, faudrait que la tierce institution maîtrise bien l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un système très très spécifique. Alors il y a des choses qui ont été faites au niveau des rectorats, je pense aux équipes valeurs de la République qui interviennent dans des établissements sur des questions liées à la laïcité, à des actes qui vont contre le principe de laïcité et qui peuvent venir épauler ou en appui des personnels, mais aussi expliquer des choses aux élèves. Donc il y a quand même des choses qui se font, c'est pas miraculeux, on va pas se le cacher. Néanmoins, c'est quand même mieux qu'elles existent. Et en fait, on voit bien, on a des chiffres là-dessus, qu'elles interviennent très souvent, qu'elles interviennent très régulièrement, qu'elles sont beaucoup sur le terrain. Donc à un moment, une fois encore, on parlait de l'importance d'avoir de l'humain, c'est une forme d'intervention humaine supplémentaire qui est utile. Des tirs de plomb sur un établissement à Marseille, là, même l'intervention humaine, d'ailleurs... Oui, là, les équipes valeurs de la République, les tirs de plomb ne vont pas faire grand-chose, on est d'accord. Et on ne va pas mettre tout le monde avec des gilets pare-balles non plus, oui. Alors, sans être cynique, mais même, je veux dire, si on répare une porte de parking, même si on met des caméras, là, on est quand même face vraiment à la pure violence. Comment ne pas aller travailler la boule au ventre, quoi? Bien sûr qu'on va travailler la boule au ventre dans ces cas-là. D'ailleurs, nous, quand ça arrive, nous, au SNALC, on recommande de toute façon de ne pas aller travailler, puisqu'on est effectivement dans un cas qui relève du droit de retrait des fonctionnaires, c'est-à-dire le danger grave et imminent. Enfin, si on voit que hier on a tiré sur votre établissement, c'est grave. Et a priori, il y a quand même une certaine imminence et une possibilité que ça se reproduise assez vite. Donc dans ces cas-là, il faut intervenir parce que là, la réponse ne dépend pas de l'éducation nationale. Enfin, là d'ailleurs, dans le cas que vous citez, ça n'était pas lié à l'éducation nationale. On ne sait même pas si le collège était visé parce que c'était un collège. De ce point de vue-là. Donc là, on est vraiment dans la question de la politique de la ville, de la police, de la gendarmerie et de choses qui nous dépassent. Il faut bien savoir que les établissements scolaires, parfois, c'est un peu l'un des derniers services publics qui existent dans certains endroits. Et effectivement, on est aussi... Même si on est quand même beaucoup plus protégé à l'intérieur qu'à l'extérieur, on est aussi soumis à ce qui se passe dans l'environnement, dans le quartier et aux risques qui sont présents. Pour les élèves comme pour les profs. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, président du SNALC. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école.
le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action. C'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Je suis ravie d'accueillir Anne Faure, bonjour. Bonjour. Commissaire de l'exposition Lifo Meitu et Vukaodam, j'espère que je l'ai bien prononcé. Les pionniers de l'art moderne vietnamien, ça se passe au musée Tchernouski. Le musée, cet automne, propose la première grande rétrospective en France de ces 3 pionniers de l'art vietnamien dont on vient de parler. Comment ces 3 artistes se sont-ils rencontrés déjà ? C'était quelle époque ? Ils se sont rencontrés très jeunes à l'école. Les Pho et Mai Tu étaient de la même classe sociale, une classe sociale très élevée au Vietnam à l'époque de la colonisation française. Et les Pho racontaient à ses enfants qu'ils connaissaient Mai Tu depuis toujours, en fait, en raison des liens entre leur famille. Et plus particulièrement, les 3 ont été ensemble camarades à l'école des Beaux-Arts de l'Indochine à Hanoï, qui a ouvert en 1925. Et donc les 2 premiers, les Pho et Mai Tu, ont réussi le concours d'entrée en 1925. Ils ont été diplômés en 1930, puisque les études duraient 5 ans. Et Vukaodam a essayé aussi le concours d'entrée dès 1925, mais il est arrivé 11e, alors qu'on ne prenait que les 10 premiers. C'était de toutes petites promotions. Et donc le directeur de l'école lui a permis de suivre les cours avec les admis pour pouvoir rattraper son niveau en dessin et pour pouvoir avoir la chance de réussir le concours d'entrée de l'année suivante, en 1926. Et c'est ce qui va se passer. Vous parliez de l'époque de la colonisation. Ils avaient quand même une fascination pour la France à l'époque. Ils avaient autant d'admiration pour leur pays, pour le Vietnam, que pour la France. Alors, je pense que c'était des personnes... déjà, il y avait un climat à l'époque de lettrés vietnamiens modernistes. C'était pas le cas de tout le monde. Il y avait aussi une faction conservatrice qui voulait mettre les Français dehors violemment. Il y avait des rixes et des rébellions. Mais en tout cas, ces artistes-là étaient plutôt curieux de l'art. Ils aimaient dessiner depuis tout jeune, donc ils étaient un petit peu particuliers. Et dans le cas de Vukaodam, son père était traducteur vietnamien-français, et il parlait extrêmement bien français. Il connaissait bien la culture française parce qu'il avait été en 1889, il avait participé à la délégation vietnamienne Annamit qui a passé presque un an à Paris lors de l'exposition universelle. Et il racontait à ses enfants qu'il avait été enchanté par son séjour et il aimait vraiment profondément à la fois sa culture et la culture française. Et oui, c'est peut-être ça finalement qui a généré cette envie de découvrir aussi la France et la culture française et ce qu'il y avait avec. En quoi ils ont été pionniers, puisque c'est effectivement le sous-titre de l'exposition, pionniers de l'art moderne vietnamien en France? Alors, pionniers de l'art moderne, oui, parce que cette école des Beaux-Arts de Hanoï, c'est la première école des Beaux-Arts à avoir été fondée en Indochine. Donc, quand on parle de Beaux-Arts, tout de suite, on est dans une idée occidentale, selon les codes de l'art des Beaux-Arts occidentaux, qui n'existaient pas là-bas, puisqu'il faut bien avoir conscience que le système artistique là-bas était très différent. Les artistes ne signaient pas leur production. Ils étaient organisés plutôt comme des corporations telles qu'on pouvait les connaître au Moyen-Âge chez nous. Donc il y avait des villages de céramistes, il y avait des rues à Hanoï de brodeurs, des rues pour les laqueurs et pour les ébénistes, etc. Donc le nom
de l'artiste ce n'était pas du tout important, et le statut de l'artiste n'était pas important non plus, alors que chez nous, l'artiste allie la dextérité de la main et la création, l'imagination. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est un intellectuel chez nous, alors que chez eux, non, c'était plutôt des artisans. Et on peut dire que tous les trois, finalement, ont marqué leur époque et ont créé un nouveau mouvement, si je puis dire, dans l'art. Alors, de fait, oui. Après, l'histoire du Vietnam au XXe siècle a été extrêmement tumultueuse. Pardon. Et donc, si on a mis ce sous-titre « Pionniers de l'art moderne vietnamien en France », c'est parce que ce ne sont pas les seuls pionniers. Et ils sont pionniers parce qu'ils ont participé aux 2 premières promotions de cette école, mais ils avaient aussi des camarades qui, eux... Donc, pourquoi eux, tous les trois? Parce que tous les trois ont décidé à un certain moment de poursuivre leur carrière en France. Et c'est pour ça qu'on les a rassemblés. Ce qui n'est pas le cas de d'autres camarades de cette école qui, eux, sont restés au Vietnam et ont suivi une voie tout à fait différente. 150 œuvres qu'on peut retrouver effectivement issues de 25 collections différentes. Des œuvres que vous avez récupérées à la fois auprès des familles, auprès de l'entourage de ces artistes. Alors oui, cette exposition rassemble 150 œuvres entre 25 prêteurs, donc c'est vraiment assez rare. Il y a des collections publiques, notamment pour la première partie de l'époque coloniale. On a des collections qui viennent du Quai Branly, qui avaient été achetées par l'État justement pour soutenir ces artistes à l'époque. Et puis pour les dernières périodes, ce sont essentiellement des œuvres de collections privées. Et pour cette exposition, on a vraiment travaillé en collaboration étroite avec les familles des artistes, puisque leurs enfants sont encore vivants, et ils ont permis d'avoir accès aux images d'archives pour pouvoir avoir accès aussi à la biographie un petit peu plus affinée. Et ça, c'était très précieux. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avec d'autres artistes qui sont restés au Vietnam. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, on sait, l'art est toujours porteur évidemment d'histoire, bien sûr, de sens évidemment, mais aussi bien sûr de la culture et puis de la politique aussi du pays. Il y a aussi des œuvres dont on peut dire qu'elles retracent évidemment cette période qui a été très très difficile pour le monde entier. Alors, ce sont des artistes vietnamiens, donc ils sont comme le directeur des Beaux-Arts de l'Indochine, Victor Tardieu, leur avait dit dès leurs études, vous êtes des artistes, vous ne devez pas faire de politique. Néanmoins, à quelques moments, on peut trouver des éléments. Donc, le premier moment, c'est... donc déjà, quand ils arrivent en France, à partir de 1937, vous m'avez posé la question de font-ils école? Oui, il y a vraiment, à un moment, à la toute fin des années 30 et au début des années 40 jusque vers 46-47, il y a vraiment une école stylistique de ces trois peintres qui se rencontrent en 37, enfin sont à Paris et ont vraiment une sorte d'émulation, et ils changent complètement leur style par rapport à la période précédente, et là ils vietnamisent leur style en fait. Ils abandonnent la peinture à l'huile, ils se mettent à peindre sur soie, et ils essayent vraiment de s'imposer comme des peintres vietnamiens pour un public occidental. Donc de marquer leur identité plus que jamais. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que ça, ce serait pas déjà politique? Peut-être. Ensuite, le deuxième moment, ce sera 1946, au moment où le Vietnam, Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Des négociations complexes s'ensuivent avec la France. Finalement, dans un dernier espoir, un dernier élan, il fait à l'été 1946 son premier voyage diplomatique en France pour essayer de convaincre l'opinion publique du bien fondé, de la légitimité de sa démarche vers l'indépendance. Et à ce moment-là, My Too produit un documentaire de 42 minutes qui va retracer les étapes du voyage d'Ho Chi Minh, en France. Et My Too va demander, et Vu Cao Dam, donc My Too c'est le documentaire, et Vu Cao Dam va demander l'autorisation de faire des croquis du visage du président dans l'idée de préparer un buste et une médaille. Et donc il va aller dans sa chambre d'hôtel, Ho Chi Minh est l'hôte du gouvernement à ce moment-là, et il va proposer un buste et une médaille. Et on va avoir à la fois des extraits, c'est ça, de ce documentaire qui sont proposés pendant l'exposition, tout comme les œuvres en question. Vous allez voir les œuvres en question, et puis vous allez voir aussi le documentaire était trop long, donc on a fait un petit condensé, mais quand même on a les grandes étapes. Les grandes étapes qu'on retrouve. Donc une période qui va s'opérer, si je comprends bien, en plusieurs phases et donc plusieurs styles. Vous l'avez dit, cette période, la première période où il marque
davantage leur identité vietnamienne, comme peut-être effectivement un message politique, hein, comme pour marquer aussi leur appartenance. Et puis une période qui va suivre aussi, qui va être un peu indifférente. Alors là, les trois, en fait, vont un peu suivre chacun leur voie à partir des années 50. Donc, Vu Cao-Dam va s'installer dans le sud de la France. Et là, il va abandonner progressivement la peinture sur soie pour aller vers un style plus coloré que va lui permettre la peinture à l'huile. Donc, il passe à la peinture à l'huile et il propose, alors on l'appelle le Chagall vietnamien, mais bon, il a quand même son style propre. Mais il garde toujours la référence au Vietnam avec des figures féminines, des visages tout à fait typé asiatique. Les faux, c'est un peu la même chose dans un style différent, mais lui aussi, dans les années 50, il va passer progressivement à l'huile, il va avoir envie d'une touche de matière, de coloris plus éclatant. Et lui va se diriger vers des scènes idylliques dans des jardins. Il y a très peu de narration dans ce qu'il fait, donc ça va vraiment être un éclatement de couleurs, de végétation, de fleurs, un petit peu très gai, très vif. Et Maitou, le troisième, lui, va rester sur le style qu'il avait mis au point avec les autres pendant les années 40. Et toute sa vie, il va continuer à peindre sur soie jusqu'à la fin de sa vie. Oui, justement, j'allais y venir à la peinture sur soie. C'est une technique qui est proprement propre au Vietnam, ou est-ce qu'elle existait déjà en France ? Alors en France, non. Vraiment, la soie, c'est un matériau asiatique. Le fait de peindre sur soie, c'est vraiment extrêmement oriental. Donc il a importé ça, si je puis dire, à ce moment-là. Et en plus, c'est pas tout à fait la peinture sur soie vietnamienne. Elle n'est pas tout à fait comme ce qu'un peintre chinois aurait fait, en fait. Donc c'est un espèce de creuset, l'école des beaux-arts de l'Indochine. Et en fait, on pense que c'est né d'une erreur. Donc un peintre aurait voulu effacer son dessin sur la soie, et donc il aurait frotté, essayé d'effacer avec de l'eau. Et il aurait vu que les couleurs se mélangeaient très harmonieusement et qu'on voyait plus du tout les coups de pinceau. Donc la peinture sur soie vietnamienne, en fait, elle est marouflée sur un carton pour pouvoir être encadrée. Donc elle est rigide, alors que dans le reste de l'Extrême-Orient, elle est montée sur rouleau, faite pour être enroulée. Et donc elle est rigide au Vietnam, et on va laver les couleurs, on va appuyer avec une brosse pour appliquer les couleurs, et ensuite on va laver pour harmoniser, avoir un effet très doux des couleurs. En tout cas, cette exposition a l'air formidable. Elle est à retrouver au musée Tchernouski, donc du 11 octobre au 9 mars 2025. Je rappelle, vous pouvez dire les noms pour que je les écorche, s'il vous plaît. Les Faux, Maitou et Vu Cao-Dam. Merci beaucoup, qui sont les pionniers de l'art moderne vietnamien en France. Voilà, vous les retrouverez à Paris, dans le 8e avenue Velasquez. 150 œuvres, plus de 25 collections, et évidemment toute une histoire qui est racontée, bien sûr, et des relations entre le Vietnam et la France. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Anne Faure, commissaire de l'exposition. Merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Voilà, depuis quelques années, on sent une sorte de malaise latent et diffus dans les salles de classe. Quand vous dites on sent, il faut vous entendre au sens littéral. C'est le professeur ressent des choses, d'une électricité dans l'air, de la manière dont les corps bougent, de la manière dont les voix s'expriment. Vous démarrez vraiment comme ça ? Oui, je crois que c'est le propre du métier enseignant aussi, d'être attentif à ces signes du corps, parfois difficiles à décoder pour un profane, mais qu'on apprend petit à petit à regarder avec attention. Alors c'est vrai que la métaphore climatique m'a paru la mieux appropriée, parce que derrière les jeux de langage un peu habituels sur une prétendue baisse du niveau ou d'autres problèmes cognitifs divers, il me semble que ces difficultés se font l'écho d'une difficulté générale qu'on retrouve dans l'ensemble de la société, qui est le malaise social dans lequel on est pris, et dont la métaphore climatique pourrait être un emblème en quelque sorte. Vous visez un remboursement de l'abonnement à Poppins par l'assurance maladie dès 2025. Pourquoi ça, c'était un objectif absolument essentiel pour vous? Qu'est-ce que ça changerait aussi concrètement dans la vie des familles, celles et ceux qui notamment peuvent vous regarder aujourd'hui? C'est extrêmement important parce que du coup, depuis qu'on se parle, on parle d'accessibilité aux soins. Accessibilité aux soins, ça passe aussi par une accessibilité financière. Et ce sont des familles du coup qui ont des coûts extrêmement importants. Certains sont remboursés par l'assurance maladie en ce qui concerne les orthophonistes. Et il y a d'autres professions, des bilans, etc., qui ne sont pas et qui pèsent beaucoup sur leurs dépenses. Et donc toute la question, si on veut vraiment être accessible financièrement, c'est de se mettre dans un parcours de développement clinique qui puisse permettre du coup de
prendre en charge intégralement des dispositifs qui ont fait leurs preuves. On y croit beaucoup et on n'est pas les seuls. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout un long parcours qu'on a pu faire pour faire en sorte que dès maintenant, un certain nombre de complémentaires santé, de mutuelles, prennent en charge intégralement le dispositif pour leurs adhérents. On peut parler d'ASIO, de ProBTP, de l'IRSEM, etc. Ces mutuelles, du coup, se positionnent déjà pour dire « Ok, c'est reconnu et il y a de la preuve clinique, donc on peut payer intégralement pour ce dispositif parce qu'in fine, ça fait une sorte de prévention et ça permet de les intégrer dans les parcours de soins. » Et la deuxième étape, effectivement, celle que vous avez mentionnée, qui, on l'espère, sera à partir de 2025, c'est qu'on a constitué un dossier, du coup, avec toutes nos données cliniques. On poursuit également nos recherches pour montrer à l'assurance maladie qu'il y a un immense sujet de santé publique sur lequel on peut contribuer à faire en sorte que les parcours de soins soient plus faciles, plus fluides. Et dans ce contexte-là, marcher dans les pas aussi de grands frères. Je pense notamment à Tilak Healthcare, dans le domaine du jeu vidéo, qui est un jeu thérapeutique à destination des patients âgés qui ont des DMLA en l'occurrence et qui maintenant est pris en charge par l'assurance maladie. Donc c'est des cas qui existent et qui se sont montrés vraiment extrêmement pertinents dans les parcours de soins. Elsa, on commence avec vous. Comment dit-on maître d'hôtel au féminin ? Alors, moi j'aime bien le terme maître d'hôtel féminin et masculin, mais on peut dire également maîtresse d'hôtel. Maîtresse d'hôtel ? Il va falloir peut-être employer maîtresse d'hôtel parce que... Alors à l'époque, vous avez été sacré meilleur ouvrier ou ouvrière de France. Ouvrier ou ouvrière d'ailleurs ? On met alors maintenant c'est meilleure ouvrière de France. Meilleure ouvrière de France, et en même temps il fallait venir parce que plus ça va et plus il y a de femmes comme vous qui excellent et qui remportent des prix dans le métier. C'est le cas ? Oui, alors on va dire qu'il y a une libération un petit peu de ce métier où particulièrement on trouvait beaucoup d'épouses de chefs qui devenaient en salle, en tout cas directrices de salle ou maîtresses de maison. Et il y a eu un vent un petit peu qui a changé il y a une quinzaine d'années où on a de plus en plus de femmes maintenant qu'on retrouve notamment à des postes à responsabilité dans la restauration. Alors il y a beaucoup d'explications, mais effectivement cette féminisation est importante et va certainement changer un petit peu la vision du métier pour les jeunes dans quelques années. Tendons l'oreille et ouvrons l'œil, il y a quelque chose de sombre dans les regards tendus, les voix cacophoniques et jamais silencieuses, les corps impossibles à calmer. Même ceux qui pourraient sembler de la bonne humeur se manifestent un peu trop bruyamment pour ne pas cacher quelque chose. Ce serait quoi ce quelque chose ? Alors justement, je pense que c'est intéressant ici de faire appel à d'autres ressources que celles qu'on trouve habituellement dans les sciences de l'éducation, à savoir peut-être la psychanalyse par exemple, qui permet d'avoir une écoute un petit peu différente, non seulement de ce qui est dit, mais aussi des non-dits, des silences, des bruits, des voix justement. Et quand on prête attention à tout ça, on perçoit toutes sortes de choses qui effectivement n'étaient peut-être pas présentes, du moins pas à ce point me semble-t-il, il y a 15 ans. Comme Eh bien, comme l'impossibilité d'obtenir le silence, une grande préoccupation, une grande inquiétude de la part des élèves, et ça, ils finissent par le confier quand on les connaît un petit peu et qu'ils nous font confiance. Ça n'arrive pas tout de suite. Et il faut prendre le temps aussi de longs entretiens, parfois en tête à tête, pour que les élèves puissent raconter tout ce qu'ils ont. Au fond, vous dites qu'ils ne vont pas bien. Non, ils vont pas bien. Si on regarde leurs symptômes, en fait, c'est-à-dire beaucoup d'inquiétude, un manque de confiance énorme, l'irritabilité, des insomnies très très fréquentes. Ça, c'est un trait qu'il faut souligner, je pense. Un élève de 16 ans qui dort pas parce qu'il fait la fête, parce qu'il voudrait dormir et qui n'y arrive pas, ça dit quelque chose. Et il y en a vraiment énormément. Ce qui est intéressant aussi dans Poppins, bien sûr, c'est cet aspect médical. Il y a aussi, et c'est important, l'aspect éducatif et notamment la manière dont vous abordez les choses. Entre autres, la gamification, le fait d'utiliser la gamification, ce qu'on appelle par ça, c'est les mécanismes de jeu dans des contextes qui ne sont pas forcément très ludiques. Ça, c'est au cœur aussi de Poppins. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce système de jeux vidéo, quelque part, c'est un outil justement efficace aujourd'hui pour traiter les troubles 10 ? En fait, le sujet, on a beaucoup discuté de médical, de sciences, etc. tout à l'heure. Sauf que vous aurez beau avoir l'outil le plus pertinent du monde, si jamais des enfants ne s'en servent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc vraiment, la question de l'usabilité, la question de l'intérêt est absolument cruciale. Donc c'est comme ça qu'on est tombé dans le jeu. On pourrait avoir un débat d'ailleurs sur la question de la gamification. Gamification, souvent, ça sous-entend qu'on rajoute une couche de jeu sur un sujet qui est sérieux. On est absolument persuadé depuis le début que ça doit se faire dès le début. Donc dès le début, on travaille avec des gens qui viennent de chez Ubisoft, de studios de jeux vidéo.
pour faire en sorte que l'expérience soit vraiment riche, soit interactive. On ne croit pas non plus aux fameux jeux sur lesquels vous allez juste avoir une interaction très tactile où l'enfant va être collé devant un écran. Donc faire en sorte que l'enfant puisse chanter, bouger, utiliser les accéléromètres, utiliser les webcams, faire en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit très interactif. C'est extrêmement important pour nous pour faire en sorte que du coup il y ait de l'adhésion au dispositif. Aussi, la question peut-être aussi un petit peu différemment, mais toujours sur le service et cette perception du service. C'est vrai que les anglo-saxons sont connus pour leur qualité de service. Nous, les Français, c'est pas toujours le cas, sauf bien sûr dans la restauration. Mais il y a un problème de perception concernant votre métier. Elsa, en France? Je dirais pas forcément un problème de perception. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un métier qui semble logique à tout le monde. Nous, on a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du tout de ce que c'est notre métier et qui pensent, alors dans le style d'établissement dans lequel on travaille, c'est un peu plus facile, mais il y a dans chaque restaurant, il y a possiblement un maître d'hôtel ou en tout cas une personne qui va prendre en charge la salle et dont laquelle c'est le métier. Donc, il y a beaucoup de personnes où ça reste encore un peu un job d'étudiant, où ça va permettre de payer des études, mais pas forcément un vrai travail en soi, alors que ça demande des capacités, des connaissances qui vont tout simplement être propres à ce métier, comme on peut l'être si on est garagiste ou boulanger, enfin, qui vont vraiment demander des capacités particulières de mise en avant et d'application au quotidien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain. Je remercie aujourd'hui Xavier Sanchez à la réalisation. Au son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage Thaïs Sayad et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. À demain. Bonne soirée. Ciao.